Bonjour, soyez le bienvenu. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien et tout se passe comme vous le désirez, ça se passe bien, vous travaillez. J'espère que la première collection vous a plu. J'aimerais bien avoir vos remarques. Vous pouvez me contacter sur mon email. Vous me dites ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez me les communiquer, pas de souci, je suis là pour vous. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger la série numéro 2. Donc on commence par l'exercice 1. Donc d'abord, je vais lire l'énoncé, on va procéder à la correction. Donc on vous dit soit un point M dont les coordonnées cartésiennes sont x, y, z, soit M0, sa projection sur le plan OX, Y. Les coordonnées cylindriques de M sont définies par les variables ρ, θ, z, telles que ρ, c'est le module du vecteur OM0, θ, c'est l'angle entre OX, l'axe OX, et le vecteur OM0. Alors voilà, donc j'ai un point M qui se déplace dans l'espace. Donc pour repérer ce point, on va prendre un repère orthonormé. Donc on va prendre trois axes perpendiculaires. Donc je prendrai X'OX, premier axe. Le deuxième axe, c'est Y', OY, ils sont perpendiculaires, donc il y a un angle droit entre les deux. Il y a un troisième axe qui est en même temps perpendiculaire à X', et à Y', donc il est perpendiculaire au plan formé par les deux axes OX, OY, donc c'est l'axe OZ. Donc les trois axes X', Y', Z', sont perpendiculaires, donc ils se coupent en un point qu'on va appeler O. O, c'est l'origine du repère. Sur chaque axe, on va choisir un vecteur unitaire. Donc sur l'axe X', je choisis le vecteur unitaire I. Sur l'axe Y', je choisis le vecteur unitaire J. Et sur l'axe OZ, Z', je choisis le vecteur unitaire K. Comme son nom l'indique, un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a un module est égal à l'unité, à 1. Donc ces vecteurs-là, ils servent à mesurer les distances sur les axes correspondants. Voilà, donc à un instant T, j'ai le point, l'objet matériel, qui est un point, assimilé à un point, il se trouve dans la position M. Donc, je commence par construire le vecteur position OM. Donc, je joins à l'origine du repère au point M. Donc, je construis le vecteur position OM. Ce vecteur position-là, je vais le décomposer suivant la base que je choisis. Donc, je peux choisir comme base O, I, J, K. Donc, qu'on appelle base cartésienne. Je peux aussi choisir une autre base, parce qu'en choisissant un repère, je peux définir plusieurs bases. Donc je peux coller des bases locales au point M. Donc je pourrais travailler avec la base cartésienne, donc c'est O, I, J, K. Je peux choisir aussi une base cylindrique, donc O, UR, Uθ et K, ou bien une base sphérique, donc O, c'est l'origine du repère, UR, Uθ et Uφ. Et on peut passer d'une base à une autre. Donc en choisissant une base, je pourrais exprimer le vecteur position OM en fonction de trois nombres qu'on appelle coordonnées du vecteur position. Donc si j'utilise la base cartésienne O, I, J, K, j'obtiens les coordonnées cartésiennes du vecteur position OM. Si j'utilise la base locale cylindrique, donc je vais obtenir trois autres nombres, donc je peux repérer le vecteur OM avec les coordonnées cylindriques, ρ, θ et z. Si j'utilise la base locale sphérique, donc je vais repérer le vecteur OM par trois nombres, c'est r, θ et φ. Donc ici, je continue, je considère le vecteur OM. Ce vecteur-là, je vais le décomposer suivant la base cartésienne I,
JK. Donc ce point M, il y a une distance à une hauteur Z du plan X, O, Y. Donc je projette le vecteur OM perpendiculairement sur le plan X, O, Y. Donc j'obtiens le point M0. Donc le point M0, il est sur le plan X, O, Y à 2 dimensions. Donc je construis de nouveau un autre vecteur dans le plan X, O, Y. Je l'appelle OM0. Ce vecteur-là, je vais le projeter perpendiculairement suivant l'axe des X. Donc je vais trouver la coordonnée X suivant l'axe OX et je le projette perpendiculairement sur l'axe des Y pour obtenir la composante Y, la coordonnée Y du point M0. Donc dans la base cartésienne OIJK, le vecteur OM a les trois coordonnées X, Y et Z. Donc je pourrais écrire que le vecteur OM est égal à quoi? Est égal à X fois le vecteur unitaire I, plus Y fois le vecteur unitaire J, fois Z fois le vecteur unitaire K. Maintenant, on va définir le vecteur OM en fonction des trois coordonnées cylindriques. Comment on les définit? Eh bien, on le dit dans l'énoncé. Je prends le vecteur, le point M, je le projette perpendiculairement sur le plan X, O, Y, j'obtiens le point M0. Donc, je construis le vecteur OM0. Au lieu de considérer les coordonnées cartésiennes X et Y de M0, je définis deux autres nombres. Donc, je définis ρ, c'est le module du vecteur OM0. Et je définis un angle θ formé entre l'axe X'(OX) et le vecteur OM0. Donc le vecteur OM0, je pourrais le définir en fonction des deux nouvelles variables, ρ et θ. Donc ces deux coordonnées ρ et θ, on les appelle coordonnées polaires. Les trois coordonnées dans l'espace ρ, θ et z, on les appelle coordonnées cylindriques. Donc la première question, on vous dit, pour recouvrir tout l'espace, donnez les domaines de variation de ρ, θ et z. C'est-à-dire pour couvrir tout l'espace, les variables ρ, la variable θ, l'angle θ et la hauteur z, elles vont varier de quelle valeur jusqu'à quelle valeur pour couvrir tout l'espace. Eh bien, on commence par la variable z. Z, elle peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc c'est une coordonnée. Donc l'origine du repère c'est O. Donc tout ce qui est au-dessus de O, c'est considéré comme positif. Tout ce qui est en bas de O, vers le bas, c'est considéré comme négatif. Donc la variable z, pour recouvrir tout l'espace, elle va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va passer à la variable ρ. Donc ρ, on a dit, c'est le module du vecteur OM0. Le module, c'est une quantité toujours positive. Donc ρ, il va varier de 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Parce que ρ, c'est une quantité positive. C'est le module du vecteur. Et un module est toujours positif. L'angle θ, c'est l'angle que forme le vecteur OM0 et l'axe OX. Donc le θ doit faire un tour complet dans le plan XOY. Donc θ, il varie de 0 jusqu'à 2π. Voilà, donc pour recouvrir tout l'espace, les trois variables ρ, θ et z varient de cette manière-là. Voilà, maintenant la deuxième question vous dit exprimer le vecteur déplacement élémentaire DOM en fonction de ρ, θ et z. Voilà, donc ce point M, c'est un point qui est figé à l'instant t. Alors, quand ce point se déplace, donc à l'instant t2, ce point se trouve dans une position M2, donc de la même manière, on pourra construire le vecteur OM2. Donc on suppose qu'à l'instant t1, j'ai le vecteur position OM1. À l'instant t2, le point M il est dans une position M2, donc je pourrais construire le vecteur OM2.
Donc le vecteur position, c'est M1, M2. C'est ce vecteur-là. On va supposer que le M2, il est là. Donc, le déplacement entre T1 et T2, c'est le vecteur M1, M2. Là, on vous dit un déplacement infinitésimal, c'est-à-dire pendant un temps infinitésimal, entre l'instant T, T1 et T1 plus dt, le point, l'objet matériel, s'est déplacé d'une quantité infinitésimale. Il passe de M vers M plus dm. D'accord? Donc, j'aurai un déplacement M1, M2 qui est égal à OM1 moins OM2. Ce déplacement-là, c'est un déplacement infinitésimal. Donc, je l'écris sous cette forme-là. Donc, le déplacement infinitésimal, c'est D2OM. Par contre, si j'avais un déplacement fini entre deux instants T1 et T2, je l'aurais écrit delta de OM. Delta, c'est quand vous avez une variation finie. Là, c'est un déplacement infinitésimal, c'est-à-dire élémentaire. Donc, c'est quelque chose de très petit. Donc, je remplace delta par un D. De la même manière, donc, je pourrais décomposer ce vecteur DOM suivant la base cartésienne OIJK. Donc, je vais écrire que D2OM est égal à DX. Donc, c'est la variation, c'est la composante suivant l'axe de X du déplacement élémentaire. C'est un DX fois I. Suivant Y, j'ai un petit déplacement, petite variation élémentaire de Y. Et suivant l'axe Z, j'aurai une petite variation élémentaire des Z. Donc, le vecteur déplacement DOM s'écrit sous cette forme-là. DXI plus DYJ plus DZK. Donc, on va exprimer d'abord les composantes X, Y, Z en fonction des nouvelles composantes ρ, θ et, voilà, et Z. Donc, Z est égal à lui-même. Donc, Z ne change pas. Par contre, ici, dans le plan X, O, Y, donc j'ai le vecteur OM0, ses composantes cartésiennes, c'est X et Y. Donc, je pourrais utiliser le cosinus de l'angle θ et le sinus de l'angle θ. Donc, le cosinus de l'angle θ est égal à quoi? Est égal au côté adjacent, c'est-à-dire X, sur l'hypoténuse ρ. Donc, je pourrais dire que X est égal à ρ cosinus θ. La même chose, le sinus de l'angle θ, c'est le côté opposé, donc c'est ce côté-là, c'est-à-dire la composante Y. Cette composante Y égale à ce côté opposé sur ρ. Donc, Y, on peut l'écrire sous cette forme-là. Y est égal à ρ fois sinus θ. Voilà. Maintenant, connaissant les expressions de X, de Y, je pourrais écrire les expressions de la quantité infinitésimale dx, dy et dz. Donc, pour dz, il n'y a pas de problème. dz égale à lui-même, à dz. Maintenant, je prends le dx. Le x, c'est ρ cosinus θ. Ρ ici, c'est une constante. D'accord? C'est le module du vecteur OM0. Donc, finalement, le x dépend uniquement de la variable θ. Donc, comment je vais écrire? Plutôt, il dépend de, dans le cas général, vous avez ρ peut changer, peut varier, θ peut varier. Donc, le x et le y dépendent de deux variables. On va écrire l'expression de la différentielle d'une fonction qui dépend de deux variables. Donc, ici, dans notre cas, la fonction, c'est x qui dépend des deux variables, ρ et θ. Donc, je vais écrire que la différentielle de x est égale à quoi? À la somme des dérivées partielles de la fonction par rapport aux variables fois la dérivée de la variable. Donc, je vais écrire que dx est égal à quoi? Est égal à la dérivée partielle de x par rapport à ρ de x, donc fois dx, plus la dérivée partielle de x par rapport à θ fois dx. Donc, quand je dérive partiellement par rapport à une variable, la deuxième variable est supposée être constante. Donc, ici, je dérive par rapport à ρ, x par rapport à ρ, donc je considère que le cosinus est constant. Donc, la dérivée partielle de x par rapport à ρ est égale à cosinus θ fois dρ. Voilà. Plus
la dérivée partielle de x par rapport à θ fois ρ fois dθ. Donc la dérivée de cosinus θ par rapport à θ va me donner moins sinus θ. Donc la différentielle de x, je peux dire qu'elle est égale à cosinus θ fois dρ moins ρ sinus θ dθ. La même chose pour le y. Donc la différentielle de y est égale à quoi? C'est la dérivée partielle de y par rapport à ρ fois dρ plus la dérivée partielle de y par rapport à θ fois dθ. Donc quand je dérive partiellement y par rapport à ρ, je suppose que sinus θ est constant. Donc je vais obtenir sinus θ. Donc la dérivée partielle de ρ par rapport à ρ c'est 1. Donc j'obtiens sinus θ fois dρ. Plus, maintenant je dérive partiellement y par rapport à θ. Donc je suppose que ρ est constant. Donc je vais trouver ces ρ. Je dérive sinus θ par rapport à θ, ça va me donner cosinus θ. Donc je vais trouver ρ cosinus θ dθ. Voilà, donc la dérivée, la différentielle de dy, c'est la somme de ces deux quantités, c'est dρ sinus θ plus ρ cosinus dθ. dz est égal à lui-même. Voilà, donc je remplace les équations des trois expressions de l'équation 3 dans l'expression de la différentielle de DOM. Donc je remplace dx par son expression, je remplace dy par la deuxième expression et dz par lui-même. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai DOM est égal, donc je remplace dx par son expression fois i, plus dy je le remplace par son expression fois j, plus dz fois k. Qu'est-ce que je fais? Je mets cette expression-là sous la forme qu'on vous a demandé dans l'énoncé. Donc je la mets sous cette forme-là. Donc je mets dρ facteur de ce terme-là, cosinus i plus sinus θj, plus un facteur ρ dθ multiplié par cette expression-là entre parenthèses, moins sinus θi plus cosinus θj, plus dz fois k. Donc cette expression-là, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc DOM est égal dρ, donc ce terme, dρ fois euro. Donc cette quantité-là, cette expression-là, je vais la remplacer, je vais l'appeler euro. Je vais la remplacer par un vecteur euro, plus cette quantité ρ dθ fois ce vecteur-là, cette expression-là, je vais le remplacer par un autre vecteur que je vais appeler Eθ. Et dz fois, donc le k, je le remplace par Ez. Voilà, donc si je fais l'identification, cette quantité-là, cette expression-là avec cette expression-là, je peux identifier donc le euro avec cette expression, c'est cosinus i, cosinus θi plus sinus θj. La deuxième vecteur Eθ, c'est moins sinus θi plus cosinus θj. Et j'ai le troisième vecteur Ez est égal à k. Donc on peut vérifier que ces trois vecteurs, c'est des vecteurs unitaires. Donc si je calcule les modules de ces vecteurs-là, je remarque que, commençons par Ez, le module de Ez est égal au module de k, qui est égal à 1. Si je calcule le module de euro, donc euro, on a dû composer suivant la base ij, donc le module de euro est égal à quoi? C'est la racine carrée du carré des composants suivant x et suivant z. Donc c'est-à-dire le module de euro est égal à la racine carrée de cosinus carré θ plus sinus carré θ, qui est égal à 1. Donc c'est la règle, c'est la formule trigonométrique. La même chose pour le vecteur Eθ. Le module de Eθ est égal à la racine carrée de moins sinus θ au carré plus cosinus carré θ, qui est égal à 1. Donc on a trois vecteurs unitaires. Donc finalement on a remplacé les vecteurs unitaires i, j, k par trois nouveaux vecteurs euro, Eθ, Ez. Et avec ces trois vecteurs unitaires et l'origine du repère O, donc on aura défini une nouvelle base locale qu'on appelle base cylindrique. Donc la base cylindrique,
c'est le repère, c'est l'ensemble des trois vecteurs unitaires euro, Eθ et Ez. Donc il y a une remarque à faire, c'est que cette base-là, c'est une base qui est collée au point, qui est mobile. C'est-à-dire que les vecteurs euro, Eθ peuvent varier dans le temps. Le module est toujours 1, reste le même, mais les directions peuvent changer quand l'objet se déplace d'un point à un autre. Alors que la base cartésienne I, J, K sont constants dans le temps. Donc leur module c'est toujours 1, leur direction et leur sens ne changent pas. D'accord? Voilà, donc on a terminé avec l'exercice. Maintenant on va passer à l'exercice 2. Eh bien c'est la même chose. Donc on va essayer maintenant, on va essayer d'introduire une nouvelle base, la base sphérique. Donc de la même manière, on prend un point M qui se déplace dans l'espace. À un instant t bien déterminé, il est dans la position M. Donc on construit le vecteur position M et on va le projeter suivant la base I, J, K. Donc je prends le point M, je le laisse tomber perpendiculairement sur le plan X, O, Y, j'obtiens le point M0. Donc dans ce cas-là, j'obtiens la hauteur, donc la coordonnée Z, suivant l'axe Z', OZ. Et donc ici, il y a une petite erreur, c'est le vecteur K. Le vecteur OM0, la même chose, je le projette perpendiculairement sur l'axe X', OX, j'obtiens la coordonnée suivante. La coordonnée X suivant l'axe X', OX, et je le projette perpendiculairement suivant l'axe OY pour obtenir sa composante, sa coordonnée Y. Donc les coordonnées X, Y, Z, ce sont les coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va définir trois autres coordonnées, trois autres nombres différents. Donc on va définir le R, une nouvelle coordonnée R, qui est le module du vecteur position OM. On définit l'angle θ, un angle θ, c'est un angle vertical, c'est l'angle formé entre le vecteur OM et l'axe vertical OZ. D'accord? Et dans le plan X, OY, j'introduis un nouvel angle, phi, qui est formé entre l'axe OX et le vecteur OM0. D'accord? Donc, on peut repérer le vecteur OM avec les trois nombres X, Y, Z. Donc, ce sont les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Ou bien, je peux le repérer par les trois nouvelles coordonnées qu'on a introduites, R, θ et phi. Donc, ce sont ces coordonnées-là, ces nombres-là, on l'appelle coordonnées sphériques. De la même manière, on vous dit quels sont les domaines de variation de ces trois nouvelles variables pour englober tout l'espace. Eh bien, c'est clair, comme R c'est un module, donc c'est une quantité positive, donc ce R-là, il peut aller de 0 jusqu'à l'infini pour couvrir tout l'espace. Vous avez l'angle phi. L'angle phi, c'est l'angle qui est dans le plan X, O, Y. Eh bien, le phi, il doit faire un tour complet pour englober tout l'espace. Donc, phi, il va varier de 0 jusqu'à 2π. Θ, c'est l'angle que forme le vecteur OM avec l'axe OZ. Donc, pour recouvrir tout l'espace, l'angle θ suffit de faire uniquement un demi-tour. Donc, il passe de 0 jusqu'à π. Donc, les θ, il caractérise la rotation dans le plan vertical. Donc, il va faire un demi-tour. Et l'angle phi, c'est un angle qui est horizontal dans le plan X ou Y, il doit faire un tour complet. Voilà. Donc, pour recouvrir tout l'espace, les trois variables R, θ et phi doivent varier de cette manière-là. Donc, de la même manière, on va exprimer, la deuxième question nous demande d'exprimer les variables X, Y, Z, les coordonnées cartésiennes, en fonction des nouvelles variables, en fonction des nouvelles coordonnées R et θ et phi. Donc, je prends le vecteur OM, donc je construis, j'ai le
j'ai le triangle rectangle OZM. Donc ici, si je regarde ici ZM, c'est OM0. Donc ZM, c'est le côté opposé à θ. Donc je pourrais écrire que ZM est égal à quoi? Est égal à R sinus θ. Et j'ai OZ, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc je peux écrire que OZ, 0Z, donc la coordonnée Z, est égale à R, l'hypoténuse, fois cosinus θ. Donc ici, voilà, ce Z-là, la hauteur Z est égale à R cosinus θ. Maintenant, on passe au vecteur OM0 sur le plan X, O, Y. Eh bien, ce vecteur-là, on l'a projeté perpendiculairement sur l'axe OX, j'obtiens la coordonnée X, et on le projette perpendiculairement sur l'axe OY pour obtenir la coordonnée Y. On a défini le vecteur OM0. Donc le module de ce vecteur OM0, on a dit que c'est ce côté-là. Ce côté-là, ZM, est égal à OM0. On l'a calculé, on a dit c'est R sinus θ. Donc ce côté-là, c'est OM0, c'est R sinus θ. Maintenant, considérons cet angle phi. Le côté adjacent à phi, c'est x. Donc je pourrais dire que cosinus phi est égal à x sur ce côté OM0. Donc x est égal à quoi? C'est égal à ce côté OM0 qui est égal à R sinus θ fois cosinus phi. De la même manière, pour le côté opposé à phi, donc ce côté-là, XOM0, XM0 est égal à OY. Donc ce côté-là est opposé à phi, donc on utilise le sinus de l'angle phi. Donc sinus phi est égal à ce côté-là, Y sur OM0. Donc Y est égal à quoi? Est égal à OM0 qui est égal à R sinus θ fois sinus phi. Voilà, donc on a exprimé les anciennes coordonnées cartésiennes X, Y, Z en fonction des nouvelles coordonnées R, θ et phi, de cette manière-là. Donc de la même manière, troisième question, on vous demande d'exprimer le vecteur déplacement élémentaire. De la même manière, dans la base cartésienne, d de OM, je l'exprime sous cette forme-là. Donc le dx, c'est le déplacement infinitésimal bien élémentaire suivant l'axe x', dy, c'est le déplacement sur l'axe y', et le dz, c'est le déplacement infinitésimal ou bien élémentaire sur l'axe z', z. Donc, à partir des expressions x, y, z, en fonction de r, θ et phi, je vais calculer les différentiels des x, des y, des z. Ici, on remarque que x, y, z dépendent de trois variables. Vous avez r, θ et phi. Donc, j'écris que la différentielle de x, par exemple, on commence par x, différentielle de x égale la somme de trois termes. Donc, la dérivée de x par rapport à r fois dr, plus la dérivée partielle de x par rapport à θ fois dθ, plus la dérivée partielle de x par rapport à phi fois dφ. Donc en dérivant partiellement par rapport à r, eh bien, je considère que les deux autres variables θ et phi sont constantes. C'est-à-dire, quand je dérive par rapport à r, sinus θ, cosinus phi est considéré comme étant constant. Donc, je dérive r par rapport à r. Donc, je vais trouver la dérivée partielle de r par rapport à r est égale à 1. Donc, j'obtiens sinus θ, cosinus phi fois la différentielle dr. Plus, maintenant, je dérive partiellement par rapport à dθ. Donc, je considère que r cosinus phi constant. Donc, r cosinus phi est constant. Je dérive la fonction sinus θ par rapport à dθ. Donc, la dérivée partielle de sinus θ par rapport à θ, c'est cosinus θ. Donc, le résultat, c'est r cosinus phi fois cosinus θ fois dθ.
Et enfin, le dernier terme, je dérive partiellement par rapport à phi. Donc je considère que le produit R sinus θ est constant. Donc R sinus θ est constant. Donc je dérive cosinus phi partiellement par rapport à phi. Donc la dérivée de cosinus phi par rapport à phi, donc ça va me donner un moins sinus phi. Donc je trouve moins R sinus θ sinus phi fois d phi. Je refais la même chose pour le Y. Donc pour Y, ici, nous avons trois variables. Donc je dérive partiellement par rapport à R. Donc sinus θ, sinus phi sont constants. Donc la dérivée partielle de R par rapport à R est égale à R. Donc j'aurai sinus θ, sinus phi fois dr. Plus, je dérive partiellement par rapport à θ. Donc j'aurai R sinus phi, c'est constant. Donc R sinus phi, c'est constant. Je dérive sinus θ par rapport à θ. Ça va me donner cosinus θ. Je multiplie par l'élément dθ. Et enfin, je dérive partiellement par rapport à phi. Donc le produit R sinus θ est constant. Donc R sinus θ est constant. Je dérive sinus phi par rapport à phi. Ça va me donner un cosinus phi fois d phi. Le dernier terme, dz, donc là, il dépend uniquement de deux variables, R et θ. Donc la dérivée, la différentielle de z, c'est la dérivée partielle de z par rapport à R fois dr, plus la dérivée partielle de z par rapport à θ fois dθ. Donc, quand je dérive partiellement par rapport à R, cosinus θ est constant. D'accord? Donc, j'aurai cosinus θ dr. Et quand je dérive par rapport à θ, la variable R est considérée comme constante. Donc, R, la dérivée partielle de θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ. Donc, dz s'écrit sous cette forme-là. Donc, dans la question suivante, on vous dit écrire DOM sous la forme qu'on vous a donnée dans l'énoncé. Donc, je vais écrire DOM est égal à dr. Donc, je mets dr en facteur et je fais la somme de tous les termes proportionnels dr. Plus un terme R dθ fois tous les autres termes proportionnels à R dθ. Et le troisième terme, c'est R sinus θ d phi. Je le mets en facteur et je fais la somme de tous les termes proportionnels. Donc, cette expression-là, je peux la réécrire d'une autre manière en fonction de trois nouveaux vecteurs unitaires. Je vais appeler ER, Eθ et Eφ. Donc, le DOM, on l'écrit sous cette forme-là. C'est dr fois ER, plus R dθ Eθ, plus R sinus θ d phi fois Eθ. Et quand on va identifier cette expression-là à cette expression-là avant, donc le terme dr, c'est le même, donc ce qui est entre parenthèses égale au vecteur ER. Ici, le facteur là, entre parenthèses, est égal au vecteur unitaire Eθ. Et enfin, le dernier terme, ce terme-là, on va l'identifier au vecteur unitaire Eφ. Donc voilà, ER est donné par cette expression sinus θ cosinus phi I, plus sinus θ sinus phi J, plus cosinus θ K. Le nouveau vecteur Eθ, voilà, est donné par cette expression. Le troisième vecteur, Eφ, est égal à cette expression. Donc ce sont trois nouveaux vecteurs qui sont collés à l'objet M. Quand l'objet M se déplace, ces trois vecteurs qui forment une base, donc ils sont perpendiculaires les uns aux autres, donc ils forment ce qu'on appelle un trièdre direct, d'accord? Donc si je fais le produit scalaire ER, Eθ, ça donne 0, ER scalaire Eφ, ça donne 0, le produit scalaire Eθ fois Eφ, ça donne 0. Donc ce sont trois vecteurs perpendiculaires. Ils forment un trièdre direct, c'est-à-dire que si je choisis la direction du vecteur ER et la direction du vecteur Eθ, le troisième vecteur Eφ est obtenu par le produit vectoriel de ER fois Eθ. Donc Eφ est égal à ER vectoriel Eθ. Donc ils forment un trièdre direct. Donc la base O, ER, Eθ, Eφ forme ce qu'on appelle la base locale sphérique. Voilà, donc vous voyez comment on est passé des coordonnées cartésiennes x, y, z dans la base O, I, J, K vers la base
cartésienne, sphérique, pardon. O, ER, Eθ et Eφ. Donc là, on peut vérifier que le module de ER égal au module du vecteur Eθ égal aussi au vecteur Eφ est égal à 1. Donc le module de ce vecteur-là, on utilise la formule du module, c'est la racine carrée du carré des composants. Donc c'est la racine carrée de ce terme-là au carré, plus ce terme-là au carré, plus ce terme-là au carré. Si vous faites les calculs, vous allez trouver que c'est égal à 1. La même chose pour le Eθ et pour le Eφ. Donc ER, Eθ, Ez, ce sont les nouveaux vecteurs de base unitaire de la base locale sphérique. Quand un objet se déplace, ces vecteurs-là se déplacent avec l'objet. Bien sûr, ils restent toujours perpendiculaires, mais leur direction change. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Donc, on vous donne deux vecteurs, V1, qui est égal à I moins J plus K. Vous avez le vecteur V2, qui est égal à 2I plus J. Donc, ces deux vecteurs-là forment le plan P. Donc, il faut savoir que n'importe quel deux vecteurs, ils peuvent former un plan. Donc, ce plan P est défini par les deux vecteurs V1 et V2. On vous donne un troisième vecteur, on vous dit, montrez que le vecteur V3, qui est égal à I moins 7J plus 5K, appartient au plan P formé par les deux vecteurs V1 et V2. Donc, il y a deux méthodes. D'abord, la première méthode, qui consiste à dire que si un vecteur appartient à un plan formé par deux vecteurs V1 et V2, donc ce vecteur-là appartient au plan, s'il existe deux nombres A et B, deux nombres réels A et B, tels que le troisième vecteur, V3, est une combinaison linéaire des deux premiers vecteurs V1 et V2. Donc je vais écrire que V3, le vecteur V3 est égal à ce nombre A fois le premier vecteur V1 plus le nombre B fois le vecteur V2. On dit que V3 est une combinaison linéaire des deux vecteurs V1 et V2 qui forment le plan P. Voilà, donc on va vérifier est-ce que ces deux nombres A et B existent. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va remplacer V1 par son expression, c'est I moins J plus K. Je remplace V2 par son expression, V2 égale 2I plus J. Donc je vais écrire le fait que le produit d'un nombre fois un vecteur, c'est un vecteur dont les composantes, c'est le produit de ce nombre avec les composantes. Donc A fois V1, en fait, il a les composantes A fois 1, moins A fois 1, plus A fois 1. B fois V2, c'est un vecteur qui a les composantes 2 fois B, plus 1 fois B sur la direction Y', il n'a pas de composant suivant K. Maintenant, ce V3, c'est la somme de deux vecteurs, c'est la somme du vecteur A fois V1 plus A fois V2. Donc la somme de deux vecteurs, c'est un vecteur dont les composantes, c'est la somme des composantes. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que A fois V1, je remplace V1 par son expression, B, V2 par son expression. Voilà. Donc A fois V1 plus B fois, je remplace V2, et je remplace V3 par son expression. Ici, j'ai l'égalité de deux vecteurs. Un vecteur est égal à un deuxième vecteur. C'est-à-dire que les composantes devant chaque vecteur unitaire sont égales. Donc ici, je mets ici le I en facteur, donc je vais trouver c'est AI plus 2 fois B, I. Donc si je fais la somme, je vais trouver I facteur de A plus 2B. Donc j'identifie A plus 2B à la composante suivant I du troisième vecteur V3. Donc je vais écrire A1 est égal à A plus 2B. La même chose, la composante suivant Z, suivant Y, donc moins 7 est égal à quoi? Est égal à moins 1 fois A plus 1 fois B. Donc moins 7 est égal à moins A plus B. La même chose pour la composante suivant K.
Donc, suivant K, j'ai 5 du vecteur V3 est égal à quoi? Est égal à A fois 1 plus 0 fois, donc plus 0. Donc, je vais trouver 5 est égal à A. Donc, je dois résoudre ce système-là avec deux inconnus. Donc, disons, la troisième équation me donne directement la valeur de A. Donc, A égale à 5. À partir de l'une de ces deux équations, soit celle-ci, soit celle-ci, je calcule B, je trouve qu'il est égal à moins 2. Donc, on a trouvé deux nombres réels A et B, tels que V3 s'écrit comme la combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc, je vais écrire que V3 est égal à quoi? Est égal à 5 fois V1 moins 2 fois V2. Donc, ici, on a démontré que le vecteur V3 appartient au plan P formé par les deux vecteurs V1 et V2. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est que dans le plan P formé par les deux vecteurs V1 et V2, je pourrais construire un autre vecteur V en faisant le produit vectoriel V1 vectoriel V2. Donc ce vecteur-là, V1 vectoriel V2, c'est un vecteur qui est perpendiculaire en même temps à V1 et en même temps à V2. C'est-à-dire qu'il est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V1 et V2. C'est-à-dire que V est perpendiculaire au plan P. D'accord? Donc, comme on l'a vu dans le cours, le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur dont la direction, c'est la droite perpendiculaire en même temps à V1 et au vecteur V2. C'est-à-dire la direction perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc, ce vecteur V est perpendiculaire à P. Maintenant, si on suppose que V3 appartient au plan P, c'est-à-dire que ce vecteur-là qu'on a construit, V, qui est égal à V1 vectoriel V2, est perpendiculaire aussi à V3, puisque V3 appartient au plan P. Donc, pour démontrer ça, il suffit d'utiliser le produit scalaire. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont perpendiculaires, il suffit de démontrer que leur produit scalaire est égal à 0, parce que le produit scalaire s'écrit en fonction du cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, si je calcule le produit scalaire V3 scalaire V, V qui est égal à V1 vectoriel V2, eh bien, on démontre qu'effectivement, le produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire que l'angle entre V3 et V est égal à 0. Donc, je rappelle, le produit scalaire V3 scalaire V est égal au module de V3 fois le module de V fois le cosinus de l'angle entre V3 et V. Donc, en faisant ces calculs-là, donc on calcule d'abord le produit vectoriel V1 vectoriel V2. J'utilise la définition du produit vectoriel, donc c'est le déterminant de la matrice 3 fois 3. Donc, en faisant les calculs et faisant attention à ne pas faire d'erreur, le produit vectoriel me donne ce vecteur-là. Et on peut vérifier que le produit vectoriel V3 fois ce vecteur-là est égal à 0. D'accord? Donc ici, on a démontré que le produit scalaire est égal à 0, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle entre V3 et le vecteur V1 est égal à 0, c'est-à-dire plutôt à pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc V3 est perpendiculaire à ce vecteur-là. Donc ça veut dire que le vecteur V3 appartient au plan P. Voilà, la question suivante, on vous dit montrer le vecteur V4, qui est donné par cette expression de I moins 4J moins 6, est perpendiculaire au plan P. Donc de la même manière, si le vecteur V4 est perpendiculaire au plan, c'est-à-dire il est en même temps perpendiculaire à V1 et à V2. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont perpendiculaires, il suffit de calculer le produit scalaire. Donc, en faisant le produit scalaire V4 fois V1, en utilisant la formule qui utilise les coordonnées, donc je vous rappelle, le produit scalaire de deux vecteurs V1, V4, V1, c'est la coordonnée, c'est la somme des produits des coordonnées suivant l'axe X, Y, Z. Donc, j'aurai V4X fois V1X, plus V4Y fois V1Y, plus V4Z fois V1Z. Donc si je remplace les différentes composantes, on trouve que le produit scalaire V4
scalaire V1 égale à 0, et la même chose, V4 scalaire V2 égale à 0. Donc les deux vecteurs V4 est perpendiculaire à V1, il est en même temps perpendiculaire à V3, à V2 plutôt. Donc ça veut dire que V4 est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V1 et V2. Ça c'est la première méthode directe, ou bien de la même façon. Donc si V4 est perpendiculaire au plan, et si je compare ce vecteur V4 au vecteur qu'on a construit tout à l'heure, V1 vectoriel V2. V1 vectoriel V2 est perpendiculaire au plan. Ce deuxième vecteur est perpendiculaire au plan. Donc ça veut dire, on peut dire que ces deux vecteurs-là sont parallèles. Deux vecteurs qui sont tous les deux perpendiculaires au même plan, donc forcément ils seront parallèles. Pour démontrer que deux vecteurs sont parallèles, il suffit, c'est-à-dire que leur angle est égal à 0, donc il suffit que de démontrer que le produit vectoriel de ces deux vecteurs est égal à 0. Parce que le produit vectoriel, le module du produit vectoriel de deux vecteurs utilise le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc c'est le module du produit vectoriel V1 vectoriel V2 est égal au module du vecteur V1 fois le module du vecteur V2 fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc si le sinus est égal à 0, ça veut dire que l'angle est égal à 0. Donc il suffit de démontrer que V4 vectoriel V1 vectoriel V2 est égal à 0. Donc on a calculé le produit vectoriel V1 fois V2. On calcule une deuxième fois le produit vectoriel V4 fois ce vecteur V. Et on démontre que c'est égal à 0. Donc ça veut dire que ce vecteur V4 est parallèle à V1 fois V2 vectoriel V2. Ça veut dire que V4 est perpendiculaire au plan P formé par les deux vecteurs. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 4. Donc, on vous donne deux vecteurs V1 qui est égal à 5i moins 3j plus 2k et V2 qui est égal à j plus k. Un troisième vecteur V qui est donné par l'expression xi plus yj plus k, où x, y, ce sont deux variables inconnues. Alors, on vous demande pour quelle valeur de x et de y le vecteur V est parallèle, premièrement, à V1. Donc, on a dit que deux vecteurs sont parallèles s'il existe un nombre réel alpha, tel qu'on peut écrire vecteur V est égal à alpha fois V1. Donc, deux vecteurs sont parallèles s'ils ont la même direction et le module du vecteur V est égal à alpha le module de V1. Donc, on doit chercher cet alpha-là, s'il existe. Donc, c'est que, c'est une preuve que V est parallèle à V1. S'il n'existe pas, c'est que V n'est pas parallèle. Donc, il suffit de poser V égale à xi plus yj plus k égale alpha fois V1. Donc, je remplace V1 par son expression 5i moins 3j plus 2k. Donc, on a ici une égalité de deux vecteurs. Le vecteur V égale à notre vecteur alpha V1. C'est-à-dire les composantes suivant les axes x, y, z sont égaux. Donc, j'aurai la composante suivant x, suivant l'axe x, donc petit x, égale à la composante 5 fois alpha, y égale à moins 3 fois alpha, et vous avez 1, la composante suivant z du vecteur v égale à 2 fois alpha. Donc, à partir de la troisième équation, je peux déterminer la valeur de alpha. Donc, on trouve alpha égale à 1,5. Je remplace le alpha dans la première expression, je trouve que x égale à 5,5. À partir de la deuxième expression, on déduit que y égale à moins 3,5. Donc finalement, on a démontré pour x égale 5,5, y égale à moins 3,5, eh bien, le vecteur v est parallèle à V1. Donc on peut écrire que v est égal à 1,5 de V1. C'est pareil pour le vecteur V2. Donc on doit chercher un nombre réel bêta, tel qu'on peut écrire que v égale à bêta fois V2. La même procédure, donc on démontre que finalement bêta égale à 1, donc y égale à 1, x égale à 0. On fait la troisième question, on vous dit pour quelle valeur de x et de y le vecteur v est perpendiculaire à V1 et à V2. Donc on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires,
si leur produit scalaire est égal à 0. Parce que le produit scalaire, c'est créé en fonction des modules des vecteurs et du cosinus de l'angle entre les deux. Donc si l'angle est égal à pi sur 2, donc cosinus pi sur 2 égale à 0, donc le produit scalaire est égal à 0. Donc je pose le produit scalaire V fois V1 égale à 0 et V scalaire V2 égale à 0. Donc j'utilise la relation du produit scalaire qui est la somme des produits des composants. Donc c'est x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2, où x1, y1, z1 sont les composants du vecteur V, x2, y2, z2 sont les composants du vecteur V1. Donc j'utilise la relation, j'obtiens cette relation-là, 5x moins 3y plus 2 égale à 0. Et la même chose, V scalaire V2 égale à 0, donc je trouve y plus 1 égale à 0. Donc à partir de la deuxième relation, j'obtiens y égale à moins 1. Je remplace dans la première expression pour trouver la valeur de x. Donc je trouve x égale à moins 1, y égale à moins 1. Donc pour x égale à moins 1, y égale à moins 1, eh bien le vecteur v est perpendiculaire au même temps aux deux vecteurs v1 et v2. Voilà, je vous remercie.